Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. On a tous en tête les images de Bertrand Piccard avec Solar Impulse, cette espèce de planeur solaire. Est-ce qu'on pourra faire voler des gros avions avec une propulsion électrique? Pas avec l'état actuel de l'art. Okay. Piccard, très belle idée, hein, un avion qui pouvait rester en l'air, mais la réalité c'est quoi? C'est 72 mètres d'envergure pour emmener une personne. Ouais. C'était l'envergure d'un A380 pour emmener une personne. Donc c'est pas quelque chose de commercial, c'est pas quelque chose que vous pouvez vendre. Nous, avec notre hybridation, on peut emmener aujourd'hui avec l'état de l'art à peu près 10, on pourrait monter même à 15 personnes, vous voyez. Mais un A320, c'est quoi? C'est 150 personnes? Voilà, alors quand vous voulez faire un A320 électrique aujourd'hui, il faut oublier. Vous pouvez faire un hybride, okay, parce que vous vous servirez des turbines, etc. Ça, vous pouvez imaginer ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait une feuille de route quand j'étais chez Airbus qui permettait de tendre vers ce type d'aviation. Mais là encore, c'est compliqué, ça prend du temps. Vous savez, vous passez des milliers d'ampères, des milliers de volts, vous êtes dans le mégawatt. On est quand même dans des choses conséquentes. Alors, il va falloir faire un petit peu de pédagogie autour de ces trois lettres que sont le CBD, parce que tout le monde n'est pas familier avec cet extrait naturel, avec cette plante qui est le chanvre, ou qu'on appelle aussi le cannabis. On en connaît bien sûr les effets de drogue, en fait, la drogue qui est associée à cette plante, mais il y a d'autres usages. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr, oui. Le CBD, en fait, et de son nom, le cannabidiol, est un extrait du chanvre. C'est un cannabinoïde comme le THC. Mais à l'instar du THC, il n'y a aucun effet psychotrope, aucune accoutumance. Donc si j'en prends, je ne vais pas planer comme un joint. Exactement, il n'y a pas d'effet planant. Voilà. Nous, on est vraiment avec le CBD sur le côté calme naturel, effet relaxant. Puisque en 2022, on consommera beaucoup plus de fake news que de vraies news. Malgré soi. Malgré soi, en moyenne. C'est-à-dire que même le dirigeant qui a accès à une information sélectionnée, une information précise, les marchés financiers qui étalonnent tous les jours les cours de bourse en fonction de cette information, consommeront plus de fake news que de vraies news. Donc il est absolument nécessaire d'agir. Le jeu vidéo est devenu très populaire, à la fois en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on estime que c'est un marché d'environ 180 milliards de dollars annuels. Et je crois que le jeu vidéo d'abord répond à un besoin naturel de partage, de socialisation également, sociabilisation avec les parties. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que si vous avez des ados à la maison, vous les voyez tout le temps dans leur chambre en train de jouer, mais eux vous expliquent finalement ils ont des copains à côté ou à l'autre bout de la terre qui jouent avec eux. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça permet de sociabiliser à la fois les personnes qui sont en handicap. On s'est rendu compte dans les jeux multijoueurs, il y avait énormément de personnes en handicap qui étaient des maîtres du jeu ou qui étaient des gens qui animaient les communautés. Les seniors qui ont aussi une mobilité souvent assez réduite ou qui ont peut-être envie également de garder leur esprit de jeunesse et de communiquer avec des gens plus jeunes. Les adolescents qui vont également jouer entre eux, et c'est devenu le média que tout le monde partage, et c'est devenu le référent culturel peut-être un peu commun à toute une génération. Alors on sent qu'il y a un engouement pour ce qu'on appelle, ce qu'on catégorise comme l'agritech, cette agriculture revisitée par des entrepreneurs qui y apportent une dimension technologique. Comment est-ce qu'on explique justement cet engouement ? En fait, les mutations à conduire dans l'agriculture sont absolument gigantesques. Les sols, c'est 95%. Les sols agricoles, c'est 95% de notre alimentation. 52% de ces sols sont en mauvais état. Ça veut dire que rien qu'en prenant ce paramètre-là, il va falloir faire des efforts absolument considérables en matière technique dans l'approche de notre production agricole pour être capable de résoudre ce type de problème. Et ce type de problème se pose sur plein de dimensions. La valeur nutritionnelle de nos produits, la sécurité alimentaire, l'augmentation de la population mondiale. Il y a plein d'éléments qui font que le sujet
Je pense que le sujet des 20 ans qui viennent, c'est l'agriculture. Ça va prendre de la valeur, l'art numérique, sans vous. À ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, il n'y a pas encore de vente aux enchères avec des œuvres numériques, ou est-ce que ça existe déjà? Il y en a déjà, il y a des collectionneurs d'art numérique qui commencent à se multiplier. Les conditions de fiscalité commencent à évoluer quant à l'art numérique, donc on sent que les choses évoluent et c'est très agréable pour nous de voir toutes ces évolutions. Et vous pensez que c'est une branche de l'art à part entière, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme quelque chose de moins noble, entre guillemets, que d'autres Non, selon moi, justement, il faut évoluer avec son temps. L'art plus traditionnel aura bien évidemment toujours sa place. Comme je le disais précédemment, pour moi, ce n'est pas une alternative, mais un complément qui permet de vivre des émotions d'une manière nouvelle. Et je pense que l'art numérique a toute sa place, que la démarche des artistes est bien présente et qu'elle est particulièrement inscrite dans l'air du temps. Moi, j'aime bien les domaines qu'il faut transformer. Alors, quitte à prendre des risques, prendre des baffes, c'est intéressant. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez un écosystème qui est hérité de phénomènes qui datent de 5, 10, 15 ans, puisqu'on est dans du temps long. Et comme d'autres, j'ai vu une opportunité avec des grands acteurs qui ont leurs propres, soucis à régler. Et un espace qui s'est créé, qui mélange du physique et de la technologie. Donc, petite expérience personnelle dans le domaine, donc j'ai voulu recommencer. Et c'est vrai que ça attire beaucoup d'entrepreneurs. On voit fleurir beaucoup d'acteurs de la logistique. Qu'est-ce qui fait que c'est un terrain de jeu intéressant? Donc, il y a la conjonction, j'imagine, d'une révolution numérique avec du digital qui permet de faire des choses peut-être différemment. Et puis, ce que vous dites, l'abandon de grands acteurs qui finalement ont déserté ce dernier kilomètre qui est compliqué à gérer? Les grands acteurs, alors, tels qu'on les perçoit, sont effectivement focalisés sur ce qu'on appelle la massification des flux, donc en gros des gros volumes, très internationaux, qui sont liés en fait à une approche fondamentalement B2B. Bien évidemment, tout ce qui a été la mondialisation plus ou moins heureuse a accentué ce phénomène avec des containers, des palettes de produits qui viennent souvent de très loin et pour lesquels, effectivement, la solution, urbaine n'était pas à leur portée, ne les motivait pas. Pourquoi il y a si peu d'entrepreneurs qui proviennent des rangs des ingénieurs? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que globalement, le système forme de bons ingénieurs qui vont penser dans des cadres formels un peu inside the box, comme on dirait, donc dans la boîte, dans un cadre. Et finalement, on n'encourage peut-être pas assez les entrepreneurs à dire vous avez une manière différente de penser les choses. C'est un peu ma manière de voir les choses. Différente de penser les choses, on va vous accompagner pour dire poussez votre idée au bout. Est-ce que cette manière de penser les choses qui est en rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ne fait peut-être pas sens? Donc c'est un problème de formation, un peu de manque de créativité, d'originalité dans le système éducatif? Alors, il peut y avoir de ça, bien évidemment. Et puis, je pense qu'aussi, on est là pour apprendre un enseignement, un état de l'art, et pas forcément pour dire basez-vous cet état de l'art pour penser de nouvelles manières, parce qu'on voit qu'il y a de la rupture. Un phénomène qu'on sent de plus en plus fort, c'est la diaspora qui revient au pays pour monter des structures, des start-up. Ça, vous voyez ce phénomène oui, vraiment fort? Oui, on voit vraiment ce phénomène de gens qui ont été formés dans différents pays, pas qu'en Europe d'ailleurs, aux États-Unis, au Canada, et qui retournent dans leur pays pour monter des structures, monter leur entreprise, et avec beaucoup de talent, beaucoup de réussite et surtout beaucoup d'expérience. Nos clients peuvent devenir propriétaires d'arbres qui sont plantés dans des massifs forestiers en France. Juste l'arbre, pas le sol. Je peux acquérir un sapin, un chêne, un hêtre? Exactement, dans des projets forestiers que nous, Écoterie, réalisons à travers notre équipe de forestiers. Et quand je dis un sapin, ça peut être à l'unité? Exactement, on a vraiment dans notre innovation juridique, on a permis en fait cette approche à l'unité de la forêt française, où dès un arbre, vous pouvez devenir propriétaire. Combien ça me coûte si je veux acheter un chêne, on va dire? Ça commence dès 15 €. Et donc, du coup, à travers ça, on devient un outil universel, puisqu'on peut embarquer le grand public, donc les particuliers, à travers le fait qu'ils veulent se constituer une épargne verte ou un patrimoine vert,
ou même remettre des cadeaux à forte valeur ajoutée environnementale, par exemple financer des arbres pour la plantation d'une naissance, par exemple. Alors, le business model de Watt, quel est-il? Comment ça fonctionne? Alors, il est très simple. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir adresser 4 segments de marché, que sont la copropriété, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers et le tertiaire, pour leur apporter non seulement l'installation des bornes, avec toute l'étude technique que cela engendre, mais surtout l'exploitation des bornes. Donc ça veut dire qu'on fait de l'installation, on est une entreprise d'électricité, mais on est également opérateur de bornes, c'est-à-dire qu'on a un système, on a une application connectée qui nous permet de gérer derrière les bornes et de permettre à l'utilisateur de suivre sa consommation et de remonter certains KPI qui va permettre aux responsables de flotte de gérer sa flotte de voitures de service ou de fonction. L'aventure a commencé il y a 3 ans avec mes 2 cofondateurs, 2 anciens restaurateurs. Restaurateurs avec livraison de repas à domicile, qui livraient avec des scooters thermiques, qui est le véhicule le plus communément utilisé aujourd'hui. C'était le traditionnel livreur de pizza ou autre qui sillonnait les rues de Paris ou d'ailleurs. Tout à fait. Et ils se sont rendus compte à un moment donné que ce véhicule n'était pas approprié pour leur activité parce qu'il est extrêmement coûteux, accidentogène, de moins en moins performant, parce que comme vous le dites, on parle des coronapistes, mais il y a aussi historiquement des pistes cyclables, les voies de bus, les rues limitées à 30 km/h qu'on peut emprunter dans le sens inverse, qui fait que le vélo aujourd'hui est plus rapide qu'un... C'est-à-dire que de point à point, finalement, c'est imbattable. Tout à fait. La moyenne pour un scooter ou un véhicule thermique est de 15 km/h. Versus 18 km/h pour un vélo électrique. On va voir quelques images, vous nous avez apporté des images qui montrent le concept. Et vous avez en effet pris le parti de tout montrer, d'être transparent. On voit le robot à travers des vitres. Il y a un premier restaurant à Marne-la-Vallée. Vous auriez pu le cacher en arrière-cuisine. Oui, alors ça... Les 2 cofondateurs, Cyril et Sébastien, quand ils ont créé dans le garage, ils ont démarré leur aventure en 2012. En fait, d'une expérience simple, la satisfaction d'une expérience de restauration rapide, pas souvent ouvert, on mange mal, la photo, c'est pas ce qu'on a dans son assiette. Et ils maîtrisaient un peu la robotique, sortie de leurs études. On a vu le bras, ça ressemble à ça, c'est le bras du robot. Ça, c'est un chef traditionnel qui a appris finalement les gestes au robot. Exactement. Et donc, quand Sébastien et Cyril sont enfermés dans le garage, ils se sont dit, mais il faut que cette robotique soit visible. Il faut l'assumer, il faut que... Et puis c'est beau, c'est un ballet finalement, il y a une espèce de chorégraphie. Notamment parce que dans la restauration, à la fois que ce soit la restauration italienne, c'est une restauration de ballet. C'est-à-dire que vous avez le pizzaiolo qui est présent. Qui fait danser la pâte. Exactement. Donc il fallait retrouver ces codes et se dire finalement, si on veut un rapport empathique et connecté avec nos clients, donner de l'émotion, il fallait rendre cette robotique visible. Alors depuis le début de cette émission, j'imagine que ça intrigue pas mal nos téléspectateurs. Vous avez ce casque allumé sur les genoux. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors je vous présente notre produit, donc le casque Cosmo Connected avec son feu connecté, le Cosmo Ride. Donc il y a un accéléromètre à l'intérieur qui va détecter la vitesse et lorsque vous allez ralentir, le feu va fonctionner comme un feu de freinage. On a aussi la possibilité d'activer des clignotants. Donc vous voyez, vous avez une petite... Ça, c'est une télécommande qui s'installe sur le guidon du vélo, par exemple? Exactement, avec une fixation amovible, donc vous pouvez le mettre n'importe où. Et l'idée, c'est de garder les mains sur le guidon et d'indiquer que vous tournez à gauche ou à droite. Donc ça, c'est très intéressant pour les cyclistes, mais aussi pour les utilisateurs de trottinettes, parce que c'est très délicat de lâcher le guidon. Parce qu'il faut dire que la blockchain, ce n'est pas qu'un usage financier, il n'y a pas que de la monnaie derrière, ce n'est pas que les cryptos, mais c'est aussi des contrats de confiance, on pourrait dire. C'est des contrats de confiance, absolument. Ce qu'on appelle les smart contracts, en fait, c'est la capacité à pouvoir programmer, encoder en fait, des conditions pour faire une transaction, qu'on puisse auditer ces conditions et aussi qu'on ne puisse plus les changer, c'est-à-dire qu'on est immuable en fait. Et la confiance, c'est la clé du business. Sans ça, difficile de faire des échanges. Dans des cas, alors on en parlait beaucoup en rigolant pendant le confinement, mais on disait tous les personnes qui devaient prendre des vols, des avions qui ont été annulés ou des Ryanair qui disaient que les gens seraient remboursés dans plus d'1 an parce qu'il y a énormément de demandes à traiter, etc. Typiquement, quand vous achetez un billet d'avion sur Internet, demain, avec un smart contract, si le vol est annulé, vous pouvez être remboursé instantanément. On partage quelque chose avec mes associés. On partage quelque chose, c'est qu'on a tous été brisés par le système scolaire. Ah bon? On a tous été brisés, voilà. Pourtant, vous avez fait de belles études. Ça a été très difficile pour moi, les études. Et
du coup, on s'est retrouvés ensemble et on a su faire de nos différences une force. Et alors, comment est-ce que vous avez surmonté ce côté, enfin, comment est-ce que vous êtes réunis autour de, c'est intéressant comme sujet, sur cet échec scolaire qu'il faut relativiser, ou cette difficulté autour du monde scolaire? C'est-à-dire que vous vous êtes dit, tiens, on peut quand même s'intéresser au monde des sciences, au monde des technologies, de façon peut-être moins scolaire. Enfin, c'est quoi ce qui fait le ciment de cette entreprise? Il y a une partie autodidacte, effectivement, avec mes associés aussi qui le sont. On regarde régulièrement des vidéos sur YouTube pour s'auto-former. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça. Il y a le contexte familial, bien sûr. Et puis un jour, on s'est lancé et c'est vrai qu'on partage quelque chose tous ensemble. C'est-à-dire qu'on souhaite agir, avoir un impact sur notre environnement. Alors, l'émission s'appelle Business Models en référence au rôle modèle, personnes, hommes ou femmes, qui peuvent inspirer les entrepreneurs, l'entrepreneur que vous êtes. Est-ce qu'il y en a? Alors j'ai croisé évidemment beaucoup d'entrepreneurs, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué et qui a cette particularité que je n'ai pas retrouvée notamment chez moi et chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette part du risque. Parce que dans l'entrepreneur, on oublie, mais normalement, il y a quand même cette notion de risque, et notamment de risque financier. Comment est-ce qu'on encaisse ça en tant qu'entrepreneur, passer d'un jour à 100%, enfin une activité normale à zéro, mais vraiment zéro le lendemain? Alors pour une jeune entreprise comme AdDriver qui a été lancée en mars 2019, j'ai plutôt vécu cette période comme une chance. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de relever la tête, de voir ce que nous avions bien réussi, voir ce que nous avions mal fait, ce qu'il fallait changer, repenser nos supports commerciaux, repenser notre tech, repenser notre stratégie. Donc cette période de 3 mois a été vraiment très bénéfique pour l'ensemble du groupe. Prendre de la hauteur, prendre Exactement. du recul. Et en termes de management, c'est aussi une période où on apprend énormément parce qu'il faut continuer à mobiliser les équipes, à les encourager. Parce que si vous prenez des commerciaux qui démarchent justement les annonceurs, au bout d'une semaine, 2 semaines, lorsque vous avez des retours de mails automatiques en vous expliquant que ça ne travaille pas, lorsqu'on vous explique que l'ensemble des budgets sont coupés, c'est assez compliqué, mais il a fallu mobiliser tout le monde. Et l'été qu'a réalisé AdDriver, justement, a fait que les 3 mois ont été très bénéfiques parce que nous avons fait un très très bel été. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui d'un coup fait qu'on a envie de sortir du salariat pour entreprendre? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une occasion, mais à l'époque... Oui, mais encore faut-il la saisir. Oui, encore faut-il la saisir et il faut avoir l'envie. Moi, je nourrissais le projet de devenir entrepreneur depuis assez longtemps, avant de sauter le pas. Et il se trouve que j'ai eu une occasion qui est qu'à un moment, il y a un projet qui s'est créé dans la boîte dans laquelle je travaillais, qui était SFR, où ils ont dit finalement, on veut qu'une de nos activités soit externalisée, on va lancer un appel d'offres. Et moi, j'ai participé à l'appel d'offres, j'ai gagné l'appel d'offres. Et donc, ça m'a permis de créer une société indépendante pour opérer une activité en lien avec SFR. Et vous ne regrettez pas ce saut? Non, je ne regrette pas ce saut. À l'époque, j'étais extrêmement stressé du risque que je prenais. J'ai investi tout mon argent personnel dans cette aventure. Et je dois dire que on ne savait pas de quoi demain serait fait. Avec le recul, c'est vraiment le petit coup de pied dont j'avais besoin pour vraiment me mettre dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je ne regrette pas une seconde ce mouvement-là. Je bénis le ciel de l'avoir fait parce que je me rends compte que en France, on est dans un système à la fois éducatif et professionnel qui ne nous incite pas forcément à prendre des risques. Et je trouve que c'est l'endroit où s'exprime le plus la créativité des gens, l'entrepreneuriat, et puis même globalement les petites entreprises, la créativité des gens, leur capacité à innover. Et puis je trouve que c'est un environnement qui est tellement motivant que je serais incapable de revenir en arrière. Oui, parfois vous pouviez peut-être être un peu trouver que les choses n'allaient pas assez vite dans vos précédentes maisons. Oui, il n'y a plus ces limites temporelles. Ce qu'on a réussi à faire en moins d'1 an chez Magellan, probablement qu'il m'aurait fallu au moins 2 fois ce temps dans une plus grosse structure. Mais on veut aller peut-être plus vite, grossir plus vite, on manque peut-être un peu plus de moyens, c'est ça, peut-être de puissance? Alors c'est vrai qu'on manque de puissance à un moment, et c'est pour ça qu'on est
est obligé d'aller relever de l'argent pour pouvoir financer cette croissance. Mais je ne crois pas que ce soit qu'une question de moyens, c'est aussi vraiment une question d'état d'esprit. C'est une question de vision. Et après d'exécution, parce que la vision c'est 20% peut-être, et l'exécution c'est 80%, et donc on ne doit pas se planter dans l'exécution, ce qui n'est jamais très simple quand tout va vite. Votre rêve, c'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller avec WeMaintain en tant que femme entrepreneur? C'est une bonne question. Alors, personnellement, à mon niveau, j'espère qu'il y aura plus de femmes qui se lanceront, également qu'il y aura plus d'hommes qui feront attention à avoir des équipes mixtes. Nous, on le voit, ça nous apporte énormément au quotidien. Il y a beaucoup de jeunes femmes finalement dans l'équipe aussi. Oui, même côté technicien d'ailleurs. Alors, non, côté technicien. Pas beaucoup. Non, côté technicien, c'est vraiment très compliqué. Oui, le monde des développeurs et le monde des techniciens. Mais bon, alors revenons à la question, votre rêve. Mon rêve, donc avoir un impact quand même sur la constitution des sociétés, et ensuite changer la façon dont les métiers techniques sont considérés, donner envie à des plus jeunes de se lancer. Et je pense qu'on continue à conquérir des parts de marché, à satisfaire nos clients. Aujourd'hui, on a perdu 0 client. Ils sont tous plutôt contents, j'espère, de tout ce qu'on voit dans nos enquêtes de satisfaction. Et c'est continuer à apporter de la valeur, en fait. Voilà, merci de votre fidélité pour Business Models. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entrepreneur.